Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'investiture LR pour l'élection présidentielle. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. On va parler de votre programme, hausse des bas salaires, suppression de milliers de fonctionnaires. Vous critiquez l'indemnité inflation de Jean Castex. Ensuite, nous évoquerons aussi la lutte contre l'insécurité. Votre position tient sur l'immigration, vos concurrents, la droite et Zemmour, votre vision de la France. Et puis pour commencer, à propos, l'une des grandes questions du jour, l'énergie, autour de la vision de la France. Ce matin, RTE va publier ses scénarios pour l'électricité en France à l'horizon 2050, la fameuse neutralité carbone. Grosso modo, énergie renouvelable, grand mix ou encore le nucléaire. Vous étiez à Flamanville il y a quelques jours et vous avez dénoncé, j'ai vu, un certain nucléaire bashing. Si vous êtes élue présidente de la République, quelle sera votre priorité ? Ma priorité, c'est effectivement d'atteindre le zéro carbone en 2050. Parce que face au dérèglement climatique et face aussi à notre dépendance énergétique, nous devons réaffirmer notre volonté d'être autonome. Pour être autonome et décarboné, c'est-à-dire ne plus dépendre du gaz, du pétrole dont les prix flambent aujourd'hui, eh bien, nous devons nous appuyer sur deux piliers. D'abord, le nucléaire. Et je le dis parce qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue, a fait la godille politique comme il sait faire. Il n'est pas question pour moi de fermer les 12 centrales qu'il prévoit de fermer. Au contraire, il faut réinvestir dans ces centrales. Et maintenant que nous allons arriver à ouvrir un EPR, c'est-à-dire un réacteur 3e génération à Flamanville, avec 12 ans de retard. 12 ans de retard, et puis quelle note financière quand même. Oui, mais maintenant que nous en avons un, il faut crédibiliser ce modèle industriel et il faut en commander 6 nouveaux. Et puis, il faut faire. Mais est-ce que vous avez des garanties qu'on ne va pas aller sur la même catastrophe financière ? Il faut aussi aller sur les petits réacteurs modulaires, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, mais pas seulement. Parce que, je vous le dis, nous n'atteindrons pas l'objectif zéro carbone uniquement avec les renouvelables. D'autant plus que, vous le savez bien, il y a une acceptabilité de moins en moins forte sur l'éolien terrestre et voire même sur l'éolien en mer. Donc sur l'éolien, il faut concerter avec les populations et ne faire que si elles sont d'accord pour ne pas empiéter sur les zones de pêche, pour ne pas empiéter sur les paysages remarquables. Mais c'est du tout nucléaire ou pas alors ? Non, c'est nucléaire et renouvelable. Alors renouvelable, nous avons le solaire, qu'il faut développer sur les toits. Nous avons la méthanisation des déchets, qui marche très bien en Île-de-France, puisqu'on fait rouler maintenant les bus au gaz de ville. Nous avons la géothermie. Nous avons tout un panel, la biomasse aussi, qu'il faut utiliser. Donc nous avons tout un panel d'énergie renouvelables, mais ces énergies ne nous permettront pas d'atteindre le zéro carbone en 2050. Il faut aussi réinvestir massivement dans le nucléaire. Bon, vous avez changé un peu finalement de point de vue, parce que quand vous étiez, il y a quelques années, j'avais vu en 2018, vous disiez qu'il fallait sortir progressivement du nucléaire quand même. Non, c'est-à-dire, oui, mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Vous voulez réinvestir dans le nucléaire là ? Oui, je veux réinvestir et faire du renouvelable. On ne peut pas faire Donc on ne sort pas quand même du nucléaire, quoi. On diminue la part du nucléaire, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, on est à près de 80% de l'électricité produite qui est nucléaire. Ça va baisser, la part va baisser tendanciellement. Il faut arriver à quelle part ? À quel pourcentage selon vous ? Ce que je crois, c'est que les objectifs d'Emmanuel Macron, qui étaient de faire baisser le nucléaire de 80% à 50%, ne seront pas possiblement atteints. Donc on va baisser la part du nucléaire, on va augmenter tranquillement la part du renouvelable, mais il faut massivement réinvestir dans le nucléaire. Et sur ces mini-réacteurs qui sont une bonne solution, alors finalement, vous suivez Emmanuel Macron sur ce plan ? Non, je veux 6 EPR. Et les petits réacteurs modulaires aussi. Mais vous voyez bien que les 6 EPR sont la décision stratégique cruciale à prendre, parce que c'est là, vous l'avez dit, qu'on engage vraiment des gros montants et, j'allais dire, la crédibilité industrielle de la France. Oui. À propos d'énergie, l'indemnité inflation proposée la semaine dernière, 200 €. J'ai vu que vous disiez hier que ce n'était pas la bonne solution. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, à la place ? C'est une solution court-termiste et injuste d'un gouvernement acculé. Court-termiste, parce qu'on voit bien que le vrai sujet, c'est le prix de l'énergie structurellement. C'est les taxes qu'on a mis sur l'énergie, et donc la réduction de la dépense publique. Et injuste, parce que, vous le savez, si une mère de famille qui a 3 enfants, qui gagne 2100 € ne l'a pas, alors qu'un étudiant
qui roulent à Paris à vélo là, voilà, on voit bien que c'est très injuste. Donc les Français ça a été fait à la va-vite, alors ça a été bricolé, c'est ça? C'est une mesure bricolée, c'est une mesure improvisée pour faire face à ce qui était en train de se profiler, c'est-à-dire une résurgence d'un mouvement d'insatisfaction des Français face à leur pouvoir d'achat et leur obligation de se déplacer. Quelque part, c'est une mesure aussi de pouvoir d'achat. 38 millions de personnes vont en bénéficier quand même, non? Monsieur Roger, est-ce que vous pensez que les Français veulent vivre à coup de chèques payés avec leurs impôts? Parce que c'est ça ce qui se passe. C'est vos impôts aujourd'hui. On vous prélève des impôts, donc vous n'avez plus de pouvoir d'achat. On vous prélève des impôts et ensuite on vous dit vous n'avez plus de pouvoir d'achat parce qu'il y a trop d'impôts. On va vous faire un chèque. Tout ça est ubuesque. Moi, ce que je propose, c'est une politique de hausse des salaires et de hausse des petites retraites pour qu'on vive dignement de son salaire et de ses retraites. Mais ça passe par des réformes puissantes, ça passe par des économies sur la dépense, ça passe par la fin des gaspillages. Le mot économie est un mot qui est absent du dictionnaire de la Macronie depuis 5 ans. C'est pas de la bonne gestion. Oui. Valérie Pécresse, vous-même, quand vous voulez baisser les cotisations salariales pour augmenter les petits salaires de 10%, dans le même temps, vous allez quand même rogner un petit peu aussi sur l'État, quoi. Il va falloir... mais non évidemment, parce que Bruno Le Maire dit que c'est une proposition trop coûteuse. Ce n'est pas possible. Mais parce que Bruno Le Maire n'a pas fait une économie en 5 ans. On est en train de passer du quoi qu'il en coûte à... Quand est-ce qu'on va rembourser? Qui va rembourser? Comment on va rembourser? Les Français doivent bien se dire que les 2800 milliards de dettes qu'on a accumulées, les 200 milliards de déficit, c'est de l'impôt différé. Et ils se rendent compte qu'on est en train de danser, c'est un peu sur un volcan, le volcan de la dette. Donc, moi, ce que je dis, parce que je pense qu'un président ou une présidente de la République doit être responsable du pays, c'est qu'il va falloir faire des réformes et des économies. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage pour inciter à reprendre un emploi plus vite et que ça coûte moins cher, débureaucratiser. Vous avez vu Gaspard Koenig faire son tour de France de l'enfer bureaucratique. Vous savez que ça rapporte de l'argent de supprimer des normes, c'est ce qu'ont fait les Suédois. Et puis, il faut refonder l'État. Refonder l'État autour de 3 missions principales: éduquer, protéger, soigner. Et tout le reste, je vous assure que ça peut être mieux fait par des collectivités locales, ça peut être fait par des délégations de services publics. Il faut que l'État arrête de vouloir tout faire. On a 5 600 000 agents publics en France. Oui, alors c'est ça, justement, sur les fonctionnaires, vous voulez en supprimer 150 000, 200 000. Je ne supprime pas des fonctionnaires, je supprime des postes. Des postes, oui. Mais attendez, c'est important. Oui. Alors quel poste? Parce que Luc Faré de l'UNSA était ce matin en direct avec nous, il disait, si j'ai Valérie Pécresse en face de moi, je lui demande dans quel secteur, dans quel poste précisément? Parce qu'on a besoin de fonctionnaires. Mais monsieur Roger, partout, vous le savez bien, partout il y a de la suradministration. Je vous donne un exemple. Moi, je veux plus de soignants à l'hôpital. Je veux plus de soignants à l'hôpital, mais si vous regardez le budget d'un hôpital en France, vous avez 30% de plus d'administration qu'en Allemagne. Et donc moins de soins. Donc c'est là, où on peut faire des économies. Mais bien sûr, alors il faut utiliser le numérique. La numérisation, ça va permettre évidemment de désengorger un certain nombre de postes qui sont des postes de guichet, des postes d'administration. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Le statut de Paris, 135 conseillers de cabinet pour Madame Hidalgo et ses adjoints. 135 conseillers de cabinet. Il y en a 27 dans les régions. Donc voilà, on a déjà de quoi Vous en avez 27, elle en a 135. Les régions, c'est 27 conseillers de cabinet pour tout le monde, pour tous les vice-présidents et les présidents de région. À Paris, 135 pour la maire de Paris et ses adjoints. Et là, vous avez déjà à peu près 100 postes qu'on peut supprimer, je pense, et là, sans que l'administration de Paris s'en ressente. Oui, il y a probablement des doublons entre la mairie de Paris et la région, Valérie Pécresse. Où est-ce qu'il faut faire des économies? Les deux, à la région et puis... il y a des doublons surtout. Il y a des doublons surtout, oui, mais il y a des doublons surtout avec l'État. L'État fait tout et les collectivités font aussi. Par exemple, prenons les aides économiques. Vous avez des aides économiques qui sont versées par l'État, France Industrie, vous avez des aides économiques versées par les régions, vous avez des aides économiques versées par les métropoles, vous avez des aides économiques versées par les communes, et maintenant les départements qui disent « et si nous faisions aussi des aides économiques ?» Donc la vérité, c'est qu'il faut juste donner la compétence économique aux régions et aux intercommunalités, et il faut que l'État lâche prise. C'est pareil pour tout. Moi, j'ai
1000 exemples à donner, que je donne d'ailleurs dans mes meetings, dans mes conférences avec les militants. 1000 exemples à donner de choses qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec beaucoup moins d'argent. Bon, c'est ce que j'ai fait dans ma région. Oui, dans ma région, j'ai fait 2 milliards d'économies. 2 milliards d'économies. Et je les ai supprimés, les postes. Les 500 postes et ce matin, vous estimez encore à combien le nombre de suppressions de postes dans la fonction publique qu'il faudrait alors? Parce que là, vous étiez 150 000, 200 000. J'ai proposé 150 000 net des créations que je vais faire. Ça veut dire 200 000 à peu près suppression dans l'administration administrante, celle qui administre dans les organismes ou dans les ministères ou sur le terrain, qui administre. Et en revanche, je recrée des postes dans la justice, parce que ça c'est le parent pauvre. On va y venir dans la justice. Pour soigner, et puis dans l'école, pour protéger l'école. Oui, et vous revendiquez toujours d'être la Thatcher à la française. Mais vous savez, à ce niveau-là, sur ces réformes. Mais quand on a 2800 milliards de dettes, qu'elle a augmenté de 1000 milliards depuis Nicolas Sarkozy, 15 000 euros de plus par Français, que même Marine Le Pen dit qu'un jour on devra rembourser et combler ses déficits, les Français devraient élire une présidente de la République qui leur dit où est-ce qu'elle va faire les économies, comment elle va faire pour qu'on se sorte de cette situation, et surtout pour pas qu'on leur augmente leurs impôts demain. Parce que si on ne baisse pas la dépense, ça veut dire qu'on augmentera les impôts demain. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. L'insécurité passe aujourd'hui, Valérie Pécresse, par beaucoup de rodéos sauvages dans certaines communes. On a vu un maire dans le Calvados qui a été matraqué. Il y avait eu ces images à Lyon. Bon, les 4 jeunes ont été interpellés également. Qu'est-ce que vous proposez pour y faire face, vous ? Alors, sur les rodéos sauvages, moi je propose des mesures qui sont... Alors, vous le savez peut-être, mais il y a des instructions qui sont données par le ministère de l'Intérieur de ne pas poursuivre les motos. Parce qu'il y a toujours peur d'un accident. Donc il faut qu'on trouve des moyens de lutter contre ces rodéos sauvages un peu plus technologiques. On peut imaginer de projeter des drones. Ça fait partie d'une doctrine d'emploi du drone pour repérer les jeunes en rodéo sauvage, parce que l'objectif, c'est de leur confisquer la moto. Et donc, il faut les suivre. On ne peut pas les suivre en voiture parce que c'est dangereux et parce qu'on pourrait provoquer des accidents. Donc vous voyez dans quelle situation se retrouvent les forces de police aujourd'hui. Des forces de police qui disent aussi bien souvent, quand on interpelle en fait certains jeunes, malheureusement ils sont libérés assez rapidement. Alors, est-ce que là, puisque vous avez évoqué la justice, il faut mettre des moyens pour que ça aille plus vite et ça fonctionne mieux? Ah mais absolument. Moi mon sujet c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de sanction efficace. Sur les rodéos sauvages, la sanction efficace, confiscation de la moto, mise en fourrière, voire même destruction de la moto si c'est un récidiviste. Il y a un moment, il faut mettre en place des sanctions qui sont des sanctions qui emmerdent plus le délinquant qu'il n'emmerde la société, si vous me permettez cette expression. Et donc il faut trouver des sanctions qui soient utiles. Ça sert à rien de mettre des peines de prison qui ne seront jamais exécutées, qui seront avec sursis et qui seront prononcées surtout 2 ans plus tard. Donc il faut prendre des sanctions qui sont des sanctions vraiment efficaces. Sur le rodéo sauvage, c'est la confiscation de la moto qui me paraît la bonne sanction. Oui, le remplacement de la prison, ça c'est une solution par d'autres choses, d'autres mesures, d'une façon générale. Parce qu'on dit bien souvent que mettre des jeunes en prison, c'est finalement leur faire passer un apprentissage. L'école du crime. Écoutez, une étude britannique récente, parce que ça n'existe pas en France, mais une étude britannique récente montre que dans les délits du quotidien, la majorité des délits du quotidien sont commis par 5 à 10% de multirécidivistes. Donc le sujet, c'est que ces 5 à 10% de multirécidivistes, ils doivent être mis hors d'état de nuire. La pire des sanctions, c'est le bracelet électronique, où on renvoie chez eux, dans leur quartier, des condamnés à des peines de prison fermes, qui ne seront pas exécutés, qui seront exécutés sous forme de bracelet électronique. Parce que, vous voyez, les victimes voient revenir dans le quartier le caïd, et c'est comme s'il ne s'était rien passé. C'est donc le symbole de l'impunité. Face à ce symbole d'impunité que je condamne depuis des années, moi je propose depuis des années qu'on ouvre des centres fermés pour majeurs. Ces centres fermés pour majeurs, c'est quoi ? C'est des alternatives à la prison, mais des vrais. C'est une autre forme de prison. Oui, mais bien sûr, parce que comme on n'arrivera pas à construire, Monsieur Macron nous a promis 15 000 places de prison, il en a sorti péniblement 2000 qui avaient été commandées par son prédécesseur. Donc aujourd'hui, il ne faut pas mentir aux Français, il ne faut pas leur dire
dire, si je suis élu le 24 avril, demain, il y a 20 000 places de prison qui sortent de terre. Il va falloir les construire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des casernes désaffectées, on prend des couvents désaffectés, on prend des lieux où on peut faire de l'hébergement, des hôtels, et on met... Des hôtels? Mais oui, des hôtels qu'on désaffecte, et on met sous bracelet électronique les multirécidivistes dedans, et on les empêche de sortir en leur disant, si vous sortez... vous allez en prison. Et là, on les met vraiment hors d'état de nuire, on les éloigne de leur quartier et on fait des vraies peines. Oui, Emmanuel Macron n'en a pas fait suffisamment sur l'insécurité. Pourtant, il a Gérald Darmanin, qui était l'un de vos amis chez les LR précédemment, qui est un bon ministre ou pas, selon vous, justement? Le problème aujourd'hui, il est double en matière de sécurité. D'abord, du côté de la police, c'est les procédures, la lourdeur des procédures, de la bureaucratie. Vous savez bien que les policiers, on ne les autorise pas à faire de la procédure vidéo, par exemple, ils ne peuvent pas enregistrer les témoignages, ils sont obligés d'aller les retaper à la machine. Ce qui fait que malgré les hausses d'effectifs de policiers, on en a moins sur le terrain. Ouais. C'est ça la réalité. Alors le gouvernement, évidemment, Emmanuel Macron, candidat, essaye de faire oublier Emmanuel Macron, président. Donc cette année, vous allez voir des policiers sur le terrain. Parce que cette année, on est en élection. Mais le vrai sujet, c'est la débureaucratisation pour la police. Et de l'autre côté, c'est la justice. La justice qui est thrombosée, embolisée, noyée, et pour laquelle on dépense moitié moins en France qu'à l'étranger. J'ai demandé à Dupond-Moretti n'est pas un bon ministre de la Justice? Monsieur Dupond-Moretti met la poussière sous le tapis. Je lui ai demandé de faire la vérité, une opération vérité sur le stock d'affaires non jugées aujourd'hui en France. Souvenez-vous du maire de Signes. Vous parliez de dépôt sauvage qui a été écrasé par un jeune homme qui venait faire un dépôt sauvage qui est mort. On connaît le coupable. Ça fait 2 ans que le procès n'a pas été audiencé. Quand le président de la République se fait gifler, comparution immédiate et mise sous écrou, donc emprisonnement immédiat. Ce serait bien que ce soit la même chose pour tout le monde. Moi, je réclame la comparution immédiate pour chaque flagrant délit. Un flagrant délit, c'est quand on connaît le coupable. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas jugé immédiatement, y compris pour les mineurs lorsqu'ils sont récidivistes. Est-ce que vous liez, Valérie Pécresse, insécurité et immigration, comme le font certains? Mais de toutes les façons, ce qui est clair, c'est qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui sont des quartiers ghettos. Des quartiers ghettos dans lesquels on a laissé s'ancrer toute la misère sociale. Dans ces quartiers se déroulent des trafics. Et dans ces quartiers, évidemment, on accueille, j'allais dire, les derniers arrivés en France. Donc tout ça, évidemment, est assez logique. C'est pas un scoop. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut casser ces ghettos. Il faut casser ces ghettos, c'est ce que je propose depuis des années, là encore, en prêchant dans le désert. Casser ces ghettos, refaire des quartiers... Vous n'étiez pas aussi ferme sur l'immigration et l'insécurité il y a quelques années, Valérie Pécresse. Je m'en souviens, quand même. Ah monsieur Roger, je ne sais pas de quoi vous vous souvenez. En 2018, j'écrivais dans l'Express, il faut un électrochoc d'autorité. En 2019, je demandais à Emmanuel Macron un vrai plan pour casser les ghettos. Donc, relisez mes interviews. Jean-Jacques Bourdin, l'autre jour, disait que j'étais la première à avoir attiré l'attention du grand public sur ces faux mineurs étrangers isolés, sans papier, qui sont aujourd'hui de la chair à canon pour les réseaux mafieux. C'est moi qui l'avais dit il y a 3 ou 4 ans. Dans ces quartiers, pour casser en fait les ghettos, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut détruire et reconstruire. Reconstruire des quartiers de mixité sociale avec de la sécurité et de la réussite, avec un plafond anti-ghetto. C'est ce que je fais depuis 6 ans dans ma région. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai découvert ce problème hier. Depuis 6 ans, je refuse de financer toute construction de logement social dans un quartier où il y en a déjà 30%. Parce que le sujet, c'est si on veut faire France, si on veut faire nation, si on veut éviter les zones de non-France, les zones de non-droit, c'est d'avoir un maximum de classe moyenne dans chaque quartier. Et c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment intégrer et à rétablir la sécurité. Bon, je ne sais pas si les personnes qui peuvent aller dans les logements sociaux accepteront en fait ces propositions, mais bon, on verra cette mixité, quoi. Mixité, parce que parce qu'aujourd'hui, il y a une pression immobilière très forte. Donc si vous faites un quartier
quartier tranquille où vous garantissez Vous qu'il y a l'avez dit, quartier tranquille, quoi. des propriétaires, des classes moyennes locataires et une minorité de logements sociaux, je vous assure que ça marche. Regarde, allez voir à Blanc-Ménil, allez voir à Aulnay, allez voir à Juvisy, allez voir à l'Île-et-Rose, allez voir toutes les villes que en Île-de-France nous avons conquises et sur lesquelles nous sommes en train de complètement reconstruire la ville. Oui, Valérie Pécresse, quelle droite pour ces présidentielles? Est-ce que vous suivez le raisonnement de Christian Estrosi qui appelle la droite à combattre Zemmour de toutes ses forces? Mais moi, ce que je veux, c'est battre Emmanuel Macron. Je veux battre Emmanuel Macron parce que je pense que sa politique nous a conduit à l'immobilisme sur l'économie, à creuser une dette abyssale pour l'avenir de nos enfants et par ailleurs, en matière de sécurité et d'autorité, à détruire l'autorité dans notre pays. Donc moi, je veux battre Emmanuel Macron. Donc votre adversaire, c'est Emmanuel Macron, pas Éric Zemmour? Mais mon adversaire, c'est Emmanuel Macron parce que nous allons être au deuxième tour. Oui, oui. La droite va être au deuxième tour. La Avec droite qui? a des propositions contre Emmanuel Macron. Mais donc il faudra éventuellement faire alliance peut-être alors avec Éric Zemmour si lui est candidat ou pas alors? Mais quelle est votre vision par rapport à Éric Zemmour? Moi je viens pour défendre un projet. Ma stratégie électorale sera la même que celle que j'ai eue au régional, qui même me suivent. On a un projet, on le défend jusqu'au bout. Mon projet, ce sera de remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre dans la rue, remettre de l'ordre dans les comptes. Parce qu'aujourd'hui, ce dont la France a besoin, c'est d'être à nouveau remise à l'endroit et que tout se refonctionne correctement. Et les Français ne peuvent pas accepter qu'on leur fasse des chèques. Ils ne peuvent pas accepter de vivre en assisté d'un gouvernement qui leur prélève leurs richesses à travers des impôts. Vous ne voulez pas citer Éric Zemmour, pourquoi il vous fait peur ? Non, mais parce que d'abord, vous le savez, c'est une règle en politique. En général, on ne cite jamais ses adversaires. Vous venez de citer 3 fois Emmanuel Macron. Oui, mais parce que lui, je veux prendre sa place. Oui. C'est différent. Il est le président. D'accord. Éric Zemmour a proposé justement la fin du permis à points. C'est une proposition un peu innovante. Vous seriez favorable aussi à cela ou pas ? Je ne savais pas qu'il était candidat pour être ministre des Transports, mais... non, on lui reproche de ne pas avoir de programme. Finalement, il déroule un certain nombre de propositions, quoi, non ? Sur le permis à points est contraignant, mais il a sauvé des milliers de vies, et on le sait tous ici. Donc je crois qu'il faut le maintenir. En revanche, là où il faut vraiment veiller, là encore, c'est une question de pouvoir d'achat. Il faut veiller à réguler mieux les prix des contrôles techniques. Aujourd'hui, vous le savez, on passe des contrôles techniques avec sa voiture et les coûts de ce contrôle technique sont vraiment très importants. Je pense qu'il faudrait veiller à ce qu'il y ait une modération des coûts du contrôle technique pour les Français. Bon, donc vous êtes toujours favorable au permis à points. Lui, il propose ça, et puis alors il propose de revenir à 50 km/h en ville dans certains endroits, au lieu de 30. Ça me fait sourire parce que je ne sais pas pourquoi tous les candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron comme Éric Zemmour, veulent absolument mettre les villes sous tutelle. Moi, ma stratégie, c'est pas de mettre les villes sous tutelle. Je considère qu'aujourd'hui, les collectivités locales doivent s'administrer librement, et je considère que le président de la République, son vrai défi, c'est de résoudre le problème des 2800 milliards de dettes qui pèsent sur les Français et du fait que nous sommes champions du monde des prélèvements obligatoires. J'aimerais bien entendre Éric Zemmour sur ces questions qui, à mon avis, sont beaucoup plus cruciales que celles du 30 km/h. Valérie Pécresse, les villes doivent être administrées librement, donc y compris la ville de Paris et Anne Hidalgo. Pourtant, vous la critiquez en fait beaucoup. Oui, mais je pense que le sujet aujourd'hui sur ces villes, c'est de leur mettre des impératifs de résultats. Je considère que quand une ville double sa dette, que quand une ville ne tient pas ses engagements en matière d'investissement, à ce moment-là, l'État doit pouvoir reprendre la main. Anne Hidalgo qui a lancé sa campagne hier, elle est plutôt favorable au droit de vote à 16 ans, et vous ? Moi non. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le 18 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge, justement, où on passe son permis, c'est l'âge où on passe le bac. Je pense que c'est un âge un peu charnière, et je considère que c'est le bon âge pour apprendre à voter. Ma préoccupation, c'est plus l'abstention des jeunes entre 18 et 25 ans. Pourquoi ces jeunes qui ont le droit de vote ne s'engagent-ils pas davantage ? Comment faire pour les toucher, les convaincre ? Comment aller leur parler ? Pour moi, c'est d'abord ça, le vrai souci, plutôt que d'abaisser l'âge du droit de vote. En quoi vous vous distinguez de vos concurrents chez les LR ? Parce que mon projet est le plus solide. Je suis la présidente de la région la plus criminogène de France, la plus soumise au séparatisme, la plus soumise au terrorisme islamiste. Et c'est
dans cette région que j'ai conçu mon projet. J'ai fait une loi constitutionnelle, je suis la seule des candidats, je crois, à avoir mis sur la table mon projet pour l'immigration. Et pas à juste venir faire des imprécations à la radio pour dire « élisez-moi, demain c'est immigration zéro ». Ça, c'est pas possible, monsieur Roger. C'est Michel Barnier, notamment, qui a changé de... Marine Le Pen, Éric Zemmour, élisez-moi, demain, immigration zéro. Non, mais attendez, partout, comme vous m'avez souligné, j'ai plusieurs concurrents. Et j'en ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Mais aujourd'hui, c'est simple. Moi, j'ai mis sur la table, avec Patrick Stéphanie et les meilleurs spécialistes de l'immigration, un vrai projet crédible. L'immigration par quota, constitutionnalisée, pour pouvoir justement être opposable à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le système canadien, c'est le système américain, et ça permettrait vraiment de choisir les étrangers que nous accueillons, de garantir leur intégration. Moi, je demande un examen de français obligatoire, et je dis pas de prestations sociales avant 5 ans de séjour régulier en France, parce qu'on ne vient pas pour toucher des allocs, on vient pour s'intégrer et travailler. Bon, on verra si votre programme, en tout cas, va séduire les LR. J'ai un projet construit, et de même, je mettrai sur la table ma loi de programmation pour la justice qui permettra de remettre de l'ordre dans le pays. Moi, quand les Français voteront pour moi, ils sauront pourquoi ils votent. Ils voteront pas pour du vent, ils voteront pas pour des formules, ils voteront pas pour du votre brouillard. Adversaire, Valérie Pécresse, vous l'avez dit, votre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Alors imaginons que vous ne soyez pas au second tour et que ce soit Éric Zemmour. Alors vous faites quoi entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron? Puisque vous avez dit que c'était votre adversaire. Eh bien, allez poser la question à Éric Zemmour. Est-ce qu'il voterait Pécresse? Éric Ciotti avait dit Zemmour contre Macron? Enfin, franchement, personne... peut-être, on va lui poser cette question. Posez-lui. Voilà. Moi, je ne me projette pas dans un deuxième tour dans lequel je ne serai pas, parce que je vais y être. Voilà. Et que c'est jamais on ne répond à une question qui est une question fiction. C'est le moment d'une femme, c'est ça? Pour la présidentielle? Non, c'est le moment du meilleur projet pour la France. Mais aussi d'une femme, peut-être, non? C'est le moment de remettre de l'ordre. Écoutez, moi, ce que je dis, c'est que en Allemagne et en Grande-Bretagne, les leaders politiques qui ont le plus marqué leur pays et qui ont fait le plus de réformes étaient des femmes. Donc j'invite les Français à y réfléchir. Bon, solidarité féminine avec Anne Hidalgo et Marine Le Pen, alors non? Aucune. Et puis d'autres, bien sûr. Aucune solidarité féminine avec des personnes qui ne partagent pas ma vision de la France. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le fait d'être une femme n'est pas un avantage, mais ça ne doit pas être un handicap non plus. Je vous rappelle la phrase de Madame Thatcher: si vous voulez qu'une chose soit dite, demandez à un homme; si vous voulez qu'une chose soit faite, demandez à une femme. Ça valait pour elle, ça vaut pour moi, et c'est comme ça qu'on m'appelle dans ma région, la Dame de Fer. Merci Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate surtout à l'investiture LR pour l'élection présidentielle. Merci d'être passée ce matin au micro Sud Radio.